Bienvenue dans les quêtes inutiles d'un chevalier ordinaire. Quête 69, la quête de l'homme indispensable. Les mains dans les poches de mon pantalon de travail trop grand, qui retombait sur mes chaussures de sécurité trop petites, vive les stages, j'étais en train de longer la rue du désespoir pour me rendre au chantier, dans lequel mon oncle avait réussi à me faire intégrer pour 2 semaines. Le temps de trouver autre chose. Mais tonton, si je suis là, je ne pourrais pas trouver autre chose. Tu me diras merci plus tard. Je ne crois pas. J'arrivais sur le chantier, où déjà s'activait toute l'équipe pour vider les bouteilles de rouge et évacuer dans le tout venant celles vidées la veille. Enfin, le pif du bébert venait de trouver la couleur qui indiquait le début officiel de la journée de travail. Moi, stagiaire à l'enthousiasme mesuré, je servais d'œillère à des figurants qui, par moments, parvenaient à se faire croire qu'ils avaient quelque chose à transmettre sur la perception de la vie ou la valeur du travail. À ton âge, j'étais comme toi. Tu comprendras mieux plus tard, c'est sûrement ça. Et qu'ils, le reste du temps, pensaient que la seule chose qu'ils avaient à transmettre, c'était la vengeance de l'humiliation qu'ils avaient subie lorsque eux aussi étaient des petits nouveaux. Enfin bref, un type qui parlait fort m'a dit qu'on n'était pas là pour épiler des kiwis. Il a remonté ses manches, a ajusté son casque avant de rentrer dans le bâtiment principal pour commencer à enlever les étais qui soutenaient le plafond. Alors qu'il enlevait les étais en sifflotant un air paillard, le plafond, qui n'était visiblement tenu par rien d'autre que les étais, a commencé à se craqueler en faisant un bruit sourd. Et moi, je regardais la scène totalement dépité, en me disant que l'homme était un génie, lorsqu'une petite voix dans ma tête m'indiqua que ce n'était que le début. L'homme vit le plafond se craqueler, et, tout en laissant échapper un « Oh putain bordel !», se précipita au cœur de la pièce et, montant sur un petit escabeau, commença, à la force des bras, à soutenir le plafond. Je pensais qu'on était arrivé au maximum lorsque je vis les ouvriers arriver tous en ordre de bataille pour aider à soutenir le plafond, sous lequel il suffisait de remettre les étais. Et alors que j'entendais des « Heureusement que t'étais là » ou des « Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ?» je me disais que c'était drôle. La grandeur de l'homme se mesure à la résolution de problèmes qu'il provoque lui-même. Bienvenue dans la quête de l'homme indispensable. L'homme enlève ce qui tenait le plafond, constate que le plafond ne tient plus et trouve par sa présence une solution au problème. Il peut penser avec fierté « Heureusement que je suis là ». Si on retourne à l'origine des choses, on peut se rendre compte que ça a toujours fonctionné comme ça. L'homme se rend indispensable en parvenant à résoudre des problèmes d'une grande complexité. Mais la démarche est une farce, étant donné que le coquin provoque les problèmes qu'il résout. Je marche dans la forêt et trouve un magnifique arbre plein de fruits. Je l'arrache et je le plante dans mon jardin. Me rendant compte que l'arbre n'est plus aussi joli, je vais commencer à modifier son emplacement, la fréquence d'arrosage pour trouver les combinaisons idéales à son épanouissement. Et je vais finir par les trouver. Mais elles sont très complexes. Heureusement que je suis là. J'en conclus que c'est un arbre très fragile et qu'il demande énormément d'entretien. Et qu'il est très difficile d'en obtenir des fruits. PS, cet arbre a poussé tout seul dans la forêt. Lorsque l'arbre était seul dans son environnement naturel, il donnait des fruits. En entrant en interaction avec l'arbre, je lui ai ôté le lien qu'il avait avec son environnement naturel et l'apport que cela lui provoquait. J'ai enlevé les étais. À partir de là, je me suis donné pour mission de lui apporter ce qui lui manquait, ce que je lui avais ôté en souhaitant me l'approprier. J'ai donc cherché à combler toutes les lacunes que provoquait mon interaction égoïste avec lui. Tu me diras que tu t'en fous des plantes, et bien imagine que les hommes, entre eux, fonctionnent de la même manière. Et que lorsque pris par la colère, tu dis à ta femme que tu n'as pas su rendre heureuse, eh bien, retourne chez ta mère, ça revient au même que de dire à un arbre dont tu n'as pas su faire des fruits, eh bien, retourne dans ta forêt. Ça revient d'ailleurs au même que de dire à un plafond qui s'écroule, reprends tes étais. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres ta femme, tu l'extrais d'un environnement au sein duquel elle a tout ce dont elle a besoin. Et tu réussis à te convaincre que ton rôle futur de mari idéal consistera à parvenir à devenir indispensable en recréant artificiellement tout ce dont elle a besoin. Si tu n'étais pas venu, elle ne t'aurait pas réclamé. Mais maintenant que tu es là, que tu as supprimé tous ces étais, il faut que tu assumes. C'est drôle de voir la manière dont les couples fonctionnent. Ils veulent mutuellement s'approprier l'autre, être l'exclusivité de l'autre. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est enlever l'arbre de la forêt, de son contexte, et remplacer le contexte de l'arbre par eux.
placer l'arbre dans un espace vide avec eux pour seul horizon, pour seule nourriture, pour seul divertissement, pour seul maintien, etc. L'homme a autant besoin de son contexte que l'arbre de sa forêt, et malheureusement, faute de pouvoir obtenir des fruits de son arbre, faute de pouvoir s'en nourrir, l'homme ne va pouvoir se servir de son arbre que comme décoration. C'est-à-dire que ta femme ou ton mari ne te nourrira pas d'un point de vue existentiel, mais deviendra un accessoire, comme une plante verte ou un furet en laisse. Tu n'es pas capable de leur permettre l'épanouissement, mais vu que c'est toi qui les maintiens, c'est tout comme. L'homme, sans se rendre utile, n'est rien. Il est comme un caillou qui attend. Lorsqu'il entre en interaction avec l'autre, il se met à exister par le rôle que lui offre l'interaction. Mais ce sentiment de puissance est grisant, et rapidement il va vouloir remplacer à lui seul tout l'environnement dont il extrait ceux qu'il s'approprie dans l'interaction. Être possessif et jaloux est la seule chose qu'il nous reste lorsqu'on se rend compte que sans terre, sans eau, sans lumière, mais avec notre amour, l'arbre ne fait pas de fruits. Comment accepter que l'on ne soit pas capable de combler cet arbre? Quelle déception, quelle honte. Si la vie que je te propose te convient pas, tu peux toujours retourner dans ta forêt. Pour conclure, on est des gros cons. Mais vu qu'on le sait, ça ne devrait pas tarder à s'arrêter. Pourquoi j'ai absolument besoin de retirer systématiquement tout ce qui maintient les choses pour ensuite me gonfler d'orgueil d'être le héros qui les porte à bout de bras? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre que le fabuleux arbre sur mon chemin, l'amour maintenu par son contexte, m'appartient autant voire plus que ce truc tout sec que j'ai réussi à faire pousser dans un pot, contrat de mariage maintenu par moi-même et la farce sociale. Oui, tu es indispensable à un plafond dont tu as supprimé tous les éléments porteurs, mais c'est ridicule. Dans le couple, il me faut comprendre que je ne suis pas Dieu et que je ne peux pas remplacer tout le contexte en la nourrissant de l'amour que je lui porte. Mais je peux comprendre que le contexte est propice à son épanouissement, tout comme il est propice au mien. Et c'est là, et là seulement, que sortant d'une prison de possession interactive où l'on remplaçait les étés de l'autre, on verra au loin deux putains de chênes pleins de vigueur et de majesté briser la structure sociale de l'interaction entre hommes indispensables en déployant leurs branches pour côte à côte se nourrir l'un de l'autre autant que du contexte dans lequel ils ont la chance d'exister. Ils pouvaient grandir car ils n'avaient plus à se fatiguer mutuellement en remplaçant tout ce qu'ils supprimaient chez l'autre. Voici. J'ai mis un bonus pour faire un lien avec la quête du voile. Contrairement à ce que je pensais, j'ai l'impression que l'homme ne met pas un voile sur une mécanique trop complexe. L'homme ne sait même pas qu'il y a une mécanique, et il est persuadé que chaque engrenage se suffit à lui-même, que le contexte n'apporte rien. C'est pour ça qu'il ne comprend pas pourquoi la femme n'est pas heureuse avec lui. À ses yeux, en devenant le mari, il remplaçait le rien de son ancien contexte par quelque chose, lui-même. Alors qu'en fait, il a remplacé tout un environnement très complexe par un petit gugus avec un pénis. Ce qui est triste, c'est de voir tout l'environnement synthétique, clé en main, que la société de consommation lui propose pour remplacer l'environnement qu'il néglige en cherchant l'exclusivité dans l'interaction, pour devenir le mari ou la femme d'eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonne journée.